Bon, alors bienvenue, merci d'être resté si tard, hein. Alors je vous promets, on arrêtera à l'heure pour aller voir les cascodeurs, parce que si vous restez si tard, j'imagine qu'après vous allez vouloir boire une bière avec les cascodeurs, il ne faut pas rater ça. Donc on va attaquer, je vais vous parler du nouveau client Java pour Elasticsearch. Alors déjà, petit sondage rapide, qui utilise Elasticsearch? C'est bon. Qui utilise l'ancien client Java Elasticsearch, high level comme on dit? Il y en a. Qui utilise le nouveau déjà? Ouais, il y a David. Mais bon, David il triche. Super. Et la question que j'aime bien poser aussi, qui est utilisateur payant d'Elasticsearch? C'est bien. Voilà, on est à la règle des quelques pourcents. C'est normal. Voilà. Donc je me présente rapidement, Sylvain Vallès, je suis Principal Software Engineer chez Elastic, ça veut dire en gros c'est les gens qui ont des idées farfelues et des cheveux gris, quoi, un petit peu. Ça fait presque 6 ans que je suis chez Elastic, j'ai bossé 4 ans dans l'équipe cloud, j'y suis arrivé, il y avait 15 personnes, je l'ai quitté, il y avait 150 personnes, un petit peu gros pour moi, et donc je suis passé depuis 1 an et demi dans l'équipe client, où on est 10, ça me va mieux. Et pour un projet qui était une refonte du client Java, parce que le client Java Elasticsearch, si vous l'utilisez, vous savez que c'est un petit peu une grosse machine, et donc il y avait une volonté de partir sur quelque chose de nouveau. Alors on va voir comment est-ce qu'on a rendu le sujet assez excitant et à quoi on est arrivé. Donc déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau client? Alors déjà, petit tour rapide d'horizon de l'API Elasticsearch, c'est 400 points d'entrée de l'API. C'est beaucoup, c'est gros, c'est volumineux. Et surtout, quand on regarde les structures JSON qui sont en dessous, ça correspond à 2000 structures de données. C'est pas rien, quoi, hein. Et sur ces 2000 structures de données, vous devez connaître les 50 types, enfin peut-être pas tous, mais vous savez qu'il y a beaucoup de types de queries, il y en a 50, il y a 70 types d'agrégation et on a 30 types de champs pour les mappings. Bien évidemment, vous ne connaissez pas tout ça par cœur, donc on va voir comment ces éléments-là en fait, nous ont guidés pour concevoir un nouveau client où on va permettre à l'IDE de vous guider complètement dans la découverte des options possibles dans l'écriture de vos requêtes et dans ensuite l'analyse des résultats, hein. En gros, l'idée de base, c'était on doit pouvoir partir de l'objet Elasticsearch Client, faire point, et de là, ne jamais avoir à taper un nom de classe ou à mettre un import. On y est arrivé. Vous allez voir comment on a fait. Donc, l'architecture du client Java existant, donc tout en bas, on a la couche HTTP, c'est le client HTTP Apache, qui gère le protocole HTTP, les connexions réseau, etc. Au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle le low level, le client bas niveau, qui lui va s'occuper de la découverte des nœuds qui sont dans votre cluster, donc avec la découverte automatique quand des nœuds arrivent ou s'en vont, qui va gérer aussi donc, ce qu'on appelle le load balancing client-side, c'est-à-dire que toutes les requêtes vont aller successivement sur les différents nodes de votre cluster, et qui va aussi gérer tout ce qui est retry et réessai quand il y a des erreurs de connexion. Au-dessus de ça, on a le high level, donc client de haut niveau, qui lui va apporter donc tout un tas de classes qui vont représenter les objets de l'API et vous permettre de travailler avec des objets de haut niveau plutôt qu'avec du JSON brut. Alors, les problèmes qu'on a avec ce client existant, c'est que, en gros, les classes de données sont partagées avec le code du serveur. Pratique d'un point de vue engineering. Par contre, ça veut dire que quand vous mettez ce client-là dans votre application, vous tirez le serveur dans votre application. Et plus que ça, vous tirez aussi toutes les dépendances du serveur dans votre application. Donc d'un seul coup, vous tirez, je ne sais plus de 30 mégaoctets de jar dans votre application, avec des dépendances qui peuvent rentrer en conflit avec celles que vous avez, etc. etc. C'est pas génial. Voilà. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ça m'arrivera un petit peu. De temps en temps, je dis ce qu'il y a dans le slide d'après. Et donc, déjà, 30 mégaoctets. Ça apporte aussi des éléments un petit peu perturbants pour vous en tant qu'utilisateur, parce que comme c'est des classes qui viennent du serveur, il y a aussi beaucoup de codes dedans qui sont vraiment spécifiques au serveur. Par exemple, les classes de l'agrégation, vous allez trouver dedans les algorithmes de calcul des agrégations, ce qui, au niveau applicatif, vous importe peu finalement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser ou pas? Et l'autre problème aussi d'un point de vue ingénierie, c'est que l'équipe Elasticsearch de développement, du coup, ces classes-là deviennent un contrat d'API avec les utilisateurs. Si on veut faire du refactoring dans le serveur,
on va casser la compatibilité avec les utilisateurs. Donc c'est un gros problème, parce que ça veut dire qu'on traîne un legacy côté serveur qui nous empêche, nous, d'avancer et de faire évoluer ce code. Autre problème aussi, donc là je me place du point de vue élastique, c'est que tout ça est écrit à la main. 400 endpoints, 2000 types, à maintenir, c'est gros, quoi. Hein. Et puis aussi, vous connaissez probablement le fameux Xcontent. Donc en gros, quand vous indexez des données ou que vous récupérez vos objets, vous avez un Xcontent qui est simplement qui est en gros un tableau d'octets avec un type mime. Et puis avec ça, débrouille-toi, quoi. Donc quand derrière vous voulez faire du mapping vers vos objets métiers, ben, vous êtes un petit peu à poil, c'est à vous de vous débrouiller. Donc avec ces éléments-là, on s'est dit on va démarrer un nouveau client Java. Alors plus qu'un nouveau client Java, c'est une nouvelle génération de librairie client chez Elastic. Hein, on a du Python, du JavaScript, du Go, du Rust, du PHP, j'ai dit Ruby, je sais plus, du Go, voilà. Donc je m'occupe aussi du client Rust. Alors le Rust, mangez-en, c'est bon, moi j'aime bien. Donc l'idée de base, c'est de dire on va faire de la génération de code plutôt que d'écrire 10 clients chacun à la main avec ses 400 endpoints et ses 2000 types. Et problème, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais il n'y a pas de spécification d'API d'Elasticsearch formelle. Dans le code d'Elasticsearch, vous allez trouver quelque chose qui définit uniquement les URL, donc le pass de l'URL et les paramètres de requête, et ça s'arrête là. Le body, il n'y a rien. Donc là, premier travail, il a fallu qu'on écrive cette spécification. Alors on reviendra après sur le processus et les approches qu'on a prises qui sont un peu originales. Et puis au final, on arrive à quelque chose, un client Java où il y a beaucoup de code, il y a 500 000 lignes de code, mais c'est essentiellement des getters et des setters, etc. Et il y a littéralement, j'ai mesuré, 99% du code qui est généré. Ce qui n'est pas généré, c'est une petite couche de framework de sérialisation, désérialisation, et puis les clients HTTP, etc. C'est tout. Tout le reste est généré. Donc on a pris aussi l'opportunité de ce nouveau client pour moderniser un petit peu l'approche de programmation. Hein, la plateforme Java évolue. Donc on va introduire ce qu'on appelle les Functional Fluent Builders. Alors n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et surtout cette chose-là va nous permettre d'écrire les requêtes qu'on envoie à Elasticsearch avec un DSL, le Domain Specific Language, qui est très très proche du JSON que vous allez voir dans la doc d'Elasticsearch. Donc vous allez voir la doc, vous avez un format JSON, et finalement on va pouvoir très facilement en gros traduire ce JSON en code Java. Le mapping se fait de manière assez naturelle. Donc pour nous aussi, chose importante, parce que ça évite qu'on ait à répéter dans la documentation toute la documentation de toutes les API pour Java. On vous donne un peu le modèle général de mapping avec des exemples de base, et de là, on espère que vous allez pouvoir extrapoler cette chose-là en fait sur des API moins communes pour lesquelles vous aurez la documentation côté Elasticsearch. On intègre aussi le mapping JSON vers vos objets métiers en intégrant des mappeurs type Jackson par exemple. Et puis contrainte aussi, on garde la compatibilité avec Java 8 parce que malheureusement Java 8 est supporté jusqu'en 2030. Donc on n'a pas trop le choix, quoi. Alors l'architecture du nouveau client, donc elle est comme ça. On retrouve en bas de la couche, sur la gauche, le client bas niveau que vous connaissez déjà. Alors on va voir pourquoi c'est un élément important. On va l'assembler avec un outil, donc un parseur JSON qui va être le mappeur aussi pour vos objets métiers. Ces deux-là combinés font ce qu'on appelle un transport. Et au-dessus de ça, on met la couche API. Donc c'est cette partie-là qui est générée. Et cette couche API va encoder, décoder les objets JSON sur la partie transport et qui va s'occuper aussi du transport HTTP. Donc pourquoi est-ce qu'on a conservé le REST high level, pardon, il y a un bug, c'est le low level client. C'est la partie vraiment HTTP. Pourquoi est-ce qu'on a conservé cette chose-là? Alors, premièrement, par flemme. Il existe, et puis moi j'avais tout le reste à développer, donc ce truc-là ça marche, on va pas s'embêter quand même. Hein. On le réécrira, je vous rassure, hein, parce qu'il y a un peu de legacy là-dedans, ça viendra. Mais l'énorme intérêt, c'est que dans les scénarios de migration de l'ancien client vers le nouveau, vous allez pouvoir utiliser la même instance de low-level client partagée entre l'ancien et le nouveau.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des connexions réseau, les connexions réseau vont être gérées par un composant commun. Vous pouvez faire évoluer progressivement votre application de l'ancien vers le nouveau avec cette gestion commune des connexions qui fait qu'il n'y a aucun surcoût en termes d'infrastructure. On ne va pas doubler le nombre de connexions vers votre cluster Elasticsearch parce que vous utilisez deux clients. Hein, les deux clients vont pouvoir cohabiter tranquillement avec la même gestion des connexions réseau. Alors, on va regarder du code. Donc, comment ça se passe? Donc ça, c'est l'initialisation. Donc, comme je vous dis, voilà, on fournit un certain nombre de composants. De base, au niveau mapping JSON, on a Jackson et JSON B, qui est la norme Java Enterprise pour le mapping JSON. C'est à vous de se faire ce petit assemblage. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va créer la couche HTTP, notre client reste low level. On va créer donc le petit composant qui va nous indiquer quel parseur JSON on utilise. On les assemble tous les deux dans un objet transport. Et on dit, voilà, je crée mon client. Alors, si vous créez New Elasticsearch Client, c'est un client bloquant. Toutes les méthodes que vous allez avoir dessus sont des méthodes bloquantes. Et on a aussi une version asynchrone, où on retrouve exactement les mêmes méthodes. Simplement, le résultat, c'est un completable future. Et vous pouvez programmer en asynchrone. Pour ceux qui font du reactive, la conversion sur du reactive est assez facile puisqu'on convertit un completable future en mono avec une ligne. Une fois qu'on a ça, on va voir quelques exemples. Alors, je mets sur la gauche ce que vous auriez l'habitude de taper dans la console de développement de Kibana. Hein, on va avoir une requête donc avec la ligne HTTP en haut, la requête, et puis ensuite le JSON. Et on va à côté voir le code Java correspondant. Donc l'exemple qu'on a ici, c'est en gros un index qui contient des produits. Nos produits sont très simples, ils sont définis quoi par un identifiant, ici ABC, un nom, bag, c'est un sac, et puis un prix. Donc comment on fait ça? On dit, là je vais vous montrer une approche traditionnelle avec le builder pattern qu'on connaît depuis très longtemps. Hein. On va dire, je crée un index request.builder, et puis ensuite je vais chaîner des setters pour dire je mets mon index produit, l'identifiant c'est ABC, le document c'est product, donc c'est là qu'on va mettre l'objet et le mapper JSON que vous avez configuré va se charger de le convertir en JSON, et puis à la fin on dit build et on fait client.index de la request. Alors là, très classique, hein, vous n'êtes pas perdu, tout va bien. Maintenant on va introduire les Fluent Functional Builders. Ouh. Donc je crée mon produit, et l'idée c'est de se dire, plutôt que de devoir créer séparément le builder où il faut connaître le nom de la classe, faire un new, machin, etc., c'est un peu lourdingue, on va dire, la méthode index, elle sait de quoi elle a besoin, on va lui faire accepter une expression lambda, cette expression lambda, elle a en entrée un builder, et elle nous renvoie un builder configuré. Donc je dis index, pareil que tout à l'heure, sauf que le paramètre c'est une expression, où je vais trouver mon builder, .index, .id, .document, et voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est que j'ai créé ma requête, elle ressemble beaucoup au JSON que vous avez à côté, hein, et je n'ai plus tapé aucun nom de classe, il n'y a plus d'import, et j'ai juste à taper point sur mon IDE, et l'IDE va me dire, tiens, à cet endroit-là, tu peux mettre tout ça, voilà, c'est Fluent. Donc si on regarde un exemple un peu plus compliqué, on va avoir une hiérarchie d'objets, donc c'est une query, on va faire une recherche sur les termes dans le nom. Donc là je vous montre l'approche builder classique, où on va commencer par le plus profond, on va créer la term query. Donc là query builders.term, alors déjà on vous offre quelque chose qui existait dans le client ancien, qui est une espèce de catalogue de toutes les implémentations. Faites query builder.term, ça vous renvoie à un term query builder.field.value.build. Voilà. Pareil pour la search request. Et enfin, j'appelle mon client.search avec ma request. Au passage, vous voyez des choses qui n'existaient pas dans l'ancien client, c'est que sur le search, on lui passe un nom de classe. Ce nom de classe indique, OK, les trucs que je vais récupérer dans mon index, tu vas me les mapper sur cette classe-là. Donc ça peut être une classe métier, mais il y a beaucoup de cas d'utilisation où vous avez juste du JSON brut, vous allez dire, tu me le mappes en JSON object. Et là, vous allez retrouver votre JSON object. Donc, on permet comme ça d'avoir, on va dire, les deux approches. Si vous avez une application qui va plutôt traiter des documents métiers, vous mettez votre objet métier. Si c'est du pur JSON, vous n'avez pas de structure, vous mettez JSON object ou équivalent dans un environnement qui vous convient. Et le client va se débrouiller avec ça.
À la fin, donc, vous voyez, la dernière ligne, pour récupérer, bah, là ici c'est le premier produit des résultats, on va dire, bah, voilà, search.hits, alors on verra, il y a deux niveaux de hits, parce qu'il y a les métadonnées et puis les hits proprement parlé, on prend le premier, get de 0, et la source, donc la source c'est le document qui revient d'Elasticsearch, cet objet-là est déjà typé en tant que produit, hein, donc il n'y a pas de aller brancher un parseur, faire du casting, machin, etc., ça marche tout seul, c'est magique. Enfin non, c'est du code, c'est pas magique. Donc si on reprend la même approche, mais cette fois-ci avec ces lambda expressions, on va retrouver une structure hiérarchique où je dis client.search. Là, j'ai un builder. Alors, vous voyez, j'ai supprimé, j'ai mis juste la lettre. Finalement, la lettre, on s'en fiche. C'est juste la syntaxe Java nous oblige à mettre ce quelque chose. Donc, on peut l'appeler même underscore 0, underscore 0, etc. Peu importe. Donc, finalement, on choisit juste une lettre. Et ça fait partie du bruit en fait qui est dans le code, vous n'avez pas à vous en occuper, il faut juste lui trouver un nom, et puis après on déroule. .index, products, .query, à l'intérieur, l'objet qu'on va avoir, c'est pas la query elle-même, c'est un aiguillage vers l'ensemble des types de queries qui sont proposés par Elasticsearch. Donc les méthodes que vous allez avoir sur cet objet-là sont la cinquantaine de variantes de queries que vous allez avoir dans Elasticsearch. Donc on tape point, term, pof, et là on tombe dans un term query builder, donc chose qu'on a vu juste avant, où je vais mettre à nouveau mon field et mon value. Et à la fin on retrouve encore notre product.class, ça n'a pas changé. Donc là, vous voyez la cohérence qu'on a entre le JSON et le code Java, donc fait que bah, en gros on va voir les exemples dans la doc d'Elasticsearch et on peut très facilement extrapoler la façon de les exprimer en Java. Et puis surtout l'IDE vous guide. Voilà, donc le query, c'est l'union de tous les query types. Tac. Alors, c'est bien gentil cette hiérarchie, mais quand on utilise Elasticsearch, en général, on a des choses qui peuvent être très complexes, des agrégations, des queries avec des sous-queries, etc. On ne va pas descendre à 8-10 niveaux de hiérarchie. Donc bien évidemment, on peut structurer ça en morceaux. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a une notation fluent hiérarchique qu'on ne peut pas la découper en morceaux. Donc là, l'exemple vous montre ici. Bah, je vais séparer la création de ma term query dans un objet à part. Peut-être que je vais réutiliser dans différents contextes d'ailleurs, hein, ça nous permet comme ça de réutiliser les morceaux. Et sur le query builder, c'est-à-dire le catalogue d'implémentation dont je vous parlais tout à l'heure, on a aussi la version avec les lambda expressions. C'est-à-dire que plutôt que de dire .terms sans paramètre qui me renvoie un builder et je dois faire build à la fin, je peux aussi lui passer la lambda expression. Et puis on voit ici que bah, je vais ensuite bah, l'utiliser dans ma search query comme auparavant. Alors, plus compliqué, les agrégations. Donc les agrégations, l'exemple ici, on va faire un histogramme des prix de nos produits par pas de 50 €. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Je vais faire une recherche. Les agrégations dans Elasticsearch, ça passe par les recherches. Alors pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de cas où vous voudrez mélanger agrégation et recherche. Typiquement sur un site de e-commerce, vous avez les résultats de recherche plus toutes les facettes sur le côté, vous avez une requête plus une agrégation. Mais il y a beaucoup de cas quand on fait des analytics, finalement on se fiche pas mal des résultats, on veut juste les agrégations. Donc on commence par dire qu'on est sur l'index produit, size 0, je veux pas de résultat, et puis je crée mon agrégation. Donc les agrégations dans Elasticsearch, il faut les nommer. Donc là, c'est price histo. Et le builder que j'ai en dessous, c'est quoi? C'est, comme pour les queries, la liste des 70 types d'agrégations proposés par Elasticsearch. Donc vous tapez point, vous avez histogramme, date machin, je sais même plus. En fait, il y en a tellement, quoi. Ça, c'est... Et donc ensuite, vous rentrez dans histogramme. Le builder, cette fois-ci, est un builder d'histogramme au lieu d'être un builder d'agrégation. Et vous configurez votre histogramme en disant le champ auquel vous vous adressez et le pas des buckets hein, dans lequel on va faire l'agrégation. Alors, petite particularité, c'est quoi ce void.class? D'où ça sort? Vous avez vu, on a mis size à 0 parce qu'on veut juste l'agrégation. Malgré tout, on est dans un search. Un search attend aussi un mapping vers des objets métiers. Donc, il va falloir dire au client, en fait, les résultats que tu as, je m'en fiche. Ignore. Donc, void.class, on lui dit, même si on avait oublié le size de 0 et qu'il y avait des documents JSON qui arrivaient, on va les mettre à la poubelle. On les ignore. On n'en veut pas. Après, il y a beaucoup de cas
où vous allez développer vos requêtes, vos agrégations et aussi vos mappings de documents. Alors je vois David qui sourit parce qu'il a contribué à l'émergence de cette fonctionnalité. En gros, c'est bien gentil sous ces builders super typés, c'est vachement bien, mais moi j'ai un gros paquet JSON que j'ai mis au point dans Kibana. C'est lourdingue d'aller le réexprimer en Java, ça n'a aucune valeur ajoutée, hein, sauf vous faire perdre du temps. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que tous les objets du client Java ont une méthode withJSON. Vous lui passez une chaîne de caractères ou un input stream qui va lire du JSON, et ce qu'il va faire, c'est que ce JSON-là, il va l'injecter dans la structure donnée que vous êtes en train de construire. Donc en gros, on peut combiner comme ça donc, la construction typée programmatique de son objet avec des bouts de JSON qui sont déjà définis à côté, qui peuvent être des ressources de votre application, pourquoi pas dans certains environnements des champs utilisateurs, etc. Donc comme ça, on combine les deux aspects en fait, un aspect statique, fortement typé, programmatique, et l'aspect dynamique, où vous allez réutiliser des choses que vous avez mises en point dans la console de développement. Alors, on nous l'avait demandé ça au début uniquement sur les queries et sur les mappings, et puis j'ai dit, tant qu'à faire, c'est du code généré, bah, on le met partout, et puis voilà. Donc ensuite, l'autre problème qui des fois est compliqué, c'est comment aller récupérer les résultats d'agrégation, parce que les agrégations sont tellement riches, avec des formats tellement variables, que des fois c'est un peu compliqué d'aller retrouver ces petits. Donc là on a fait un histogramme, donc on va aller voir le contenu des réponses. Donc j'ai mon client.search, je fais search.agrégation, je vais faire get de pricehisto qui était le nom de mon agrégation, et puis on va commencer à descendre. Là, on va lui dire, le price histo, je sais que dans la search, j'ai mis un histogramme, donc tu me le convertis, tu me l'interprètes comme étant un histogramme. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que l'objet que vous récupérez sur le get, c'est un très léger wrapper autour de la donnée qui va contenir son type et sa valeur. Donc, le type va dire price histo. Quand vous faites .histogramme, à l'intérieur, ça va vérifier que c'est effectivement un histogramme, sinon ça vous pète une exception en disant hey, Coco, c'est pas bon. Et il fait ensuite le downcast, c'est-à-dire qu'il va vous renvoyer l'objet typé dans le bon type final. Vous n'avez pas à vous occuper de connaître le nom de la classe, de faire le cast, etc. Et après, on va descendre. Donc dans un histogramme, on a des buckets, qui sont les différents segments de l'agrégation. Et Elasticsearch est super flexible, mais d'une flexibilité telle que des fois c'est un petit peu pénible. Et les buckets d'agrégation, selon comment vous avez exprimé votre requête, peuvent être exprimés soit sous forme de hashmap, soit sous forme de tableau. Par défaut, c'est comme tableau, c'est des tableaux. Donc comme là, on n'a rien dit sur la requête, on va dire, les buckets, là, je sais que c'est des tableaux. Donc tu me renvoies un tableau. Ce truc-là nous renvoie une liste. On fait get de 0, et là, on descend dans le doc count, qui est le nombre d'éléments dans l'agrégation. Donc là, vous avez vu, encore une fois, écriture totalement fluent. Ces objets intermédiaires, la histogramme et array, en fait, nous permettent comme ça de spécialiser des forêts d'implémentations différentes sans avoir à jamais taper un nom de classe ni à faire un cast. Voilà, agrégation nommée. J'oublie toujours ces petits machins-là. Donc derrière, comment ça se passe au niveau du code? Alors, ces lambda expressions, c'est simplement des builders. Hein, donc si vous êtes habitué au builder classique, quand vous appelez le setter query avec une value une query qui est issue d'un builder, ça c'est classique, on va faire un set de la propriété. Et puis on a une méthode surchargée qui a l'expression lambda. Donc cette expression lambda c'est quoi? C'est juste une fonction qui prend un builder en entrée et un builder en sortie. Qu'est-ce qu'on fait? Dedans on crée un nouveau builder, on applique la fonction, on appelle build pour créer l'objet, et puis on appelle le setter. Terminé. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas de magie. Hein. Donc il y a des gens qui m'ont dit ouais j'aime pas les lambda, c'est trop compliqué, machin, etc. En fait c'est juste ça derrière, hein, c'est pas compliqué. Alors, l'autre problème qu'on a vu avec les types polymorphiques, donc nos 70 agrégations et nos 50 queries, classiquement avec des builders, si vous vouliez faire une term query, il faudrait savoir que ça s'appelle term query, en gros connaître tous les noms de classe. Alors souvent on peut les intuiter à partir du nom, pas forcément toujours. Donc il faut connaître les 50 variants, il faut faire des imports. Donc quand on a des requêtes complexes, on a les sections d'import en haut qui n'en finissent plus, quoi. Et puis vous avez check style ensuite qui va queener parce que vous avez modifié votre query et puis des imports qui sont plus valides. Enfin voilà, c'est pénible. Donc premier truc, c'est voilà, on vous propose ce catalogue de variants. Vous
vous allez rapidement apprendre qu'il y a query builders, qu'il y a aggregation builders, etc. Et vous pouvez descendre ensuite dans les implémentations. Et puis on a aussi donc la version avec les lambda expressions, où là carrément les builders disparaissent, il n'y a plus de nom de classe, il n'y a plus d'import. Donc là, tout ça c'est disponible, vous choisissez la façon de faire qui vous convient le mieux. Hein. On ne veut pas l'imposer. Personnellement, je préfère la dernière. Alors c'est peut-être parce que j'ai fait beaucoup de Scala avant, mais elle est aussi beaucoup plus légère. Alors les types polymorphiques, là par contre, si vous faites ça, bah, je vous plains, quoi. Hein. Si on n'avait pas ces wrappers qui nous permettent de faire la spécialisation, on serait obligé de dire, bah voilà, je fais search.aggregation.get de price histo et ensuite je le caste en un histogramme aggregate. Allô, allô. Ah si, ça revient. Et ensuite, donc pareil, les buckets, donc on va aller chercher les buckets et on va le caster en disant que c'est une liste de histogrammes buckets. Et puis ensuite, enfin, on peut arriver à son count. Alors là aussi, bonjour les suppress warning de unchecked, c'est pas top. Donc, à la place de ça, on vous propose cette écriture qui, de mon point de vue, est quand même un peu plus sympa, quoi. Voilà. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour les gens qui sont dans les types, c'est ce qu'on appelle des unions taguées ou aussi des types sommes. Voilà. Mais moi, je viens de ce cas-là, c'est pas obligé de connaître tout ça. C'est juste un truc qui vous permet d'éviter de faire des castes. Alors maintenant, on va attaquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et là, je voudrais remercier le jeune homme qui est là, Nicolas Peters, avec qui j'ai eu une longue discussion hier soir. J'expliquais un petit peu ce que j'allais raconter. Puis il m'a dit, putain, mais toute cette partie sur l'aspect, etc., c'est super intéressant, tu devrais en parler un peu plus. Donc ce matin, j'ai refait les slides. Merci. Voilà. Et je pense que finalement, au final, la présentation, vous en sortirez probablement plus de choses. Donc, je vous ai parlé de cette spécification qu'on a construite. Comment est-ce qu'on l'a faite? Donc, spécification d'API d'un serveur HTTP. La première chose à laquelle on pense, c'est OpenAPI. Swagger OpenAPI, c'est le standard. Alors, on a commencé à regarder ça, et puis... alors déjà, OpenAPI, d'une part, n'est pas assez expressif par rapport à toute la variété extrêmement créative de 10 ans de développement sur Elasticsearch. Hein, l'API d'Elasticsearch, elle n'est pas vraiment canonique, il y a des trucs un peu chelous. Le faire rentrer au chausse-pied dans OpenAPI aurait nécessité des annotations custom qui faisaient que finalement on se retrouvait avec un modèle qui allait de toute façon dévier du standard. OpenAPI, en gros, s'appuie principalement sur la description des URL, tous les status codes, les autorisations, les machins, etc. Toutes choses qui sont par contre là, extrêmement unifiées dans Elasticsearch, c'est une bonne chose. Et par contre, la structure des données, qui est plus notre problème, OpenAPI vous dit, bah, les structures données, tu vas voir schéma object, mais c'est un surensemble de schéma object, pardon, de JSON schéma, c'est un surensemble de la spécification draft 2020-12. Waouh! Et alors après, on va voir JSON schéma et on se retrouve avec du JSON. Donc on a du YAML d'un côté dans OpenAPI, du JSON de l'autre dans JSON schéma, et on s'est dit, on a 400 endpoints, 2000 structures, je démissionne. Non, je démissionne pas. On va réfléchir un peu. Voilà. Donc ce à quoi on est arrivé, c'est de se dire, bah, finalement, ce qu'on veut faire, c'est typer du JSON. JSON, c'est quoi? C'est des objets JavaScript. Et il y a un truc dans le monde JavaScript qui a émergé justement pour typer JavaScript. Ça s'appelle TypeScript. Merci Microsoft. Donc ce qu'on a dit, bah, finalement, nos structures de données, plutôt que d'aller prendre un JSON schéma qui est clairement imbitable, on va aller les représenter sous forme de type TypeScript. Donc on a commencé à écrire des classes TypeScript, des enums, des unions TypeScript. On a commencé à utiliser tout le système de type de TypeScript pour représenter toutes ces structures de données. Gros intérêt, c'est lisible, c'est du code. Deuxième intérêt, mon IDE, il comprend tout ça. Si je mets un nom de champ qui n'est pas sur le bon type, il va dire le type, je ne connais pas celui-là, c'est pas bon. Et puis pour ça, aussi, on a tout un écosystème, et en particulier une librairie qui s'appelle tsmorph, où c'est des gens qui ont écrit une petite couche au-dessus d'un morceau du compilateur TypeScript. Et ces choses-là vous donnent deux choses. Déjà, un arbre syntaxique très facile à parcourir, et d'autre part, un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, isValid TypeScript. Vous lui donnez une classe, vous lui donnez un objet JSON, et il te dit c'est bon, c'est pas bon.
Donc ça, c'est quand même top, ça, c'est pratique. Donc, exemple de la spec d'API qu'on a écrite. Donc là, je vous montre l'interface, pardon, la classe, donc on les a appelées, enfin, en TypeScript, on a interface et classe, on a choisi interface pour des raisons dont je ne me souviens plus, mais qui ne sont pas très importantes. Donc on dit notre search request, elle étend request base qui contient tout un tas de paramètres de base qu'on trouve sur toutes les requêtes Elasticsearch. Et en dessous, on a deux sections. Donc ça, c'est du TypeScript valide. Donc on dit que notre objet ici, il a des éléments du chemin qui vont être le nom de l'index, le point d'interrogation qui dit que c'est optionnel. Ensuite, on a les paramètres de query. Et après, on a le body, le corps de notre requête, où on voit que là aussi, on utilise des types imbriqués, hein, avec des query containers, des sortes, des tableaux. Donc on va tout typer comme ça. Chose importante aussi, c'est qu'on va même typer les types primitifs. C'est-à-dire que ici, l'index, c'est indices. Indices, c'est quoi? C'est un index name ou un tableau d'index name. Donc là, on utilise les unions de TypeScript. Et un index name, c'est une string. Donc au final, ça sera une chaîne de caractères. En Java, vous allez le trouver sous forme de string parce qu'on n'a pas le type union en Java. Par contre, dans les langages qui supportent le type union, ça va être fortement typé. Vous ne pourrez pas passer un index name là où on attend un field name, par exemple. Hein. Dans le client Rust, typiquement, là, on va tout verrouiller. Vous ne pourriez pas faire de bêtises. Autre intérêt aussi, c'est que, on le verra, cette spec d'API, maintenant, elle va être utilisée pour la prochaine itération de Kibana, la complétion dans la console de dev. Donc, si on sait que c'est un index name, on va pouvoir aller taper sur la liste des index dans votre cluster pour fournir la complétion, cette fois-ci, qui est non plus sur le type, mais qui est sur les valeurs. Hein. Donc, ça a énormément d'avantages, cette approche-là. Si on regarde la réponse, la search response, vous voyez, en haut, il y a un paramètre générique, tDocument. Ça quoi? Ça indique le type de vos documents dans votre index, et c'est à vous, utilisateur, de le fournir. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le product.class, le void.class ou autre chose. Donc ces choses-là sont capturées dans l'aspect de l'API. Cette notion de type générique, OpenAPI, ça n'existe pas. Donc voilà, donc ça c'est les types que vous fournissez. Et puis si on regarde, donc en fait, le hits metadata, c'est à nouveau une structure générique. Et en gros, on propage le type générique du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau. Et on va retrouver ici notre fameuse source, là, T. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a hits.hits.source. C'est parce que la search response contient un hits qui est un hits metadata, qui lui-même contient un tableau de hits. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous allez demander à Shai Banon. Hein, mais le Shai Banon d'il y a 10 ans, parce que je pense que ça date de là. Et puis vous l'engueulez, mais attention, hein, parce que... Alors un exemple plus compliqué sur la query. Donc la query, c'est un type union. Alors là, on l'a exprimé de la même façon qu'on le représente en JSON, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une accolade ouvrante, une chaîne de caractères, un nom de propriété qui se trouve en fait être le type de la query, et puis ensuite un autre objet intégré qui est la configuration de votre query. Donc comment on présente ça? On dit que c'est une classe query, et puis on va lister toutes les variantes de query sous forme de champs, qui sont toutes optionnelles, et puis on a rajouté quelques petites annotations, vous voyez en haut là, @variants, container, ça c'est un truc qui nous est propre, qui dit que ce truc-là, c'est pas simplement une structure avec que des champs optionnels, c'est une union, et que tous ces champs optionnels, en fait, il doit y en avoir toujours un et un seul. Donc derrière, au niveau de la génération de code, c'est ça qui va conditionner le fait qu'on génère ça sous forme d'une union, en fait, plutôt que simplement une structure un record classique. Vous voyez au passage que, pardon, on a rajouté aussi des annotations, donc là c'est le JS tag classique, hein, qui sont utilisés pour notre spécification, comme le @docURL, ce qui fait que comme ça, toutes les classes, on va pointer sur la doc d'Elasticsearch, ce qui nous permet ensuite, vous retrouvez ça dans le Javadoc du client Java, vous avez des pointeurs sur la spec, sur la doc, pardon. Et puis les annotations aussi deprecated et since, qui nous permettent là aussi de générer dans le code ces fameux deprecated qui vont vous permettre de savoir que votre code, peut-être, si vous montez en version, il aura des soucis en fait. Donc voilà, on capture en gros tous ces éléments-là sous forme de TypeScript et d'annotation JS-tag, soit standard, soit custom. Voilà, donc ça indique que c'est une union taguée. Après, une fois qu'on a, je crois qu'on a 90 000 lignes de TypeScript pour représenter toute l'API, ça commence à faire.
Question, comment est-ce qu'on valide ça? Alors, waouh, 90 000 lignes, comment est-ce qu'on valide que c'est bon? Eh bien, il se trouve que, en gros, Elasticsearch, il avait peut-être pas de spec d'API, mais par contre, il a beaucoup de tests. Il y a plein de tests de validation. Donc, on s'est dit, bah, en gros, on va se mettre en coupure entre le pilote de test et Elasticsearch. On va capturer toutes les requêtes, toutes les réponses, on va les balancer dans les fichiers JSON. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend tous ces trucs-là, et on prend le tsmorph dont je vous parlais tout à l'heure. On lui dit, tiens, ce JSON-là que j'ai récupéré d'Elasticsearch, est-ce que ça rentre dans une search request? Et le machin va nous dire, c'est bon, ou alors c'est pas bon parce qu'il manque tel champ. C'est pas bon parce que tel champ est une string, et là j'ai vu un number. Donc là, comme ça, pour très rapidement valider cette spécification qu'on écrit à la main, parce qu'on n'a pas le choix, hein, on se base sur les 5400 tests de validation d'Elasticsearch. Donc la couverture de test elle est correcte quand même. Hein. Et on a poussé le truc jusqu'à automatiser ça, c'est-à-dire que si vous allez sur le projet, la spec est open source, hein, si vous allez sur le projet Elasticsearch spécification, toutes les pull requests, il y a une validation automatique. C'est-à-dire que quand vous changez des types TypeScript, par analyse de graphe, on voit à quel endpoint ça appartient, on lance cette validation dont je vous ai parlé sur tout ce qui a été modifié. Et comme ça, vous savez si votre pull request elle améliore la couverture de test ou si au contraire elle casse des choses. Je vois Nicolas là qui dit putain c'est trop cool, c'est trop cool. Génération de code. Alors, c'est bien gentil ce TypeScript, mais comment je passe de ce TypeScript à 500 000 lignes de code Java quoi. Donc je vous ai dit, tsmorph nous donne une vision de l'arbre syntaxique TypeScript. C'est bien gentil, mais c'est quand même très très bas niveau, parce que je vais savoir que j'ai une déclaration de record, que j'ai une annotation, machin, etc. À partir de ça, pour générer mon code Java, c'est un peu compliqué. Donc on s'est dit, on va créer une représentation intermédiaire. Alors, je vous ai dit, on a jeté OpenAPI. Par contre, le concept de base d'OpenAPI, qui est d'avoir un modèle de structuration de données, il est quand même intéressant. Donc nous, on a défini un métamodèle. Donc métamodèle, c'est un modèle pour modéliser l'API. Et on transpile, on compile en gros le TypeScript vers ce modèle intermédiaire, qui est un modèle de représentation d'API, mais qu'on a fait custom pour nous, et qui correspond exactement aux besoins d'Elasticsearch, et uniquement aux besoins d'Elasticsearch. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que c'est un métamodèle qui est extrêmement simple, et totalement canonique par rapport aux besoins qu'on a, qui est de la génération de code pour Elasticsearch. Donc, nos 90 000 lignes de fichiers TypeScript qui sont répartis dans des dizaines ou centaines de fichiers passent toutes à travers le compilateur et nous créent un immense fichier schéma.json qu'aucun humain ne va lire. Il n'y a aucun intérêt à les lire, c'est simplement la sérialisation du métamodèle et les générateurs de code vont partir de ce métamodèle pour générer le code. Donc, les pipelines de génération de code, comment ça marche? Donc voilà, on part de ces fichiers TypeScript qu'on va donc transpiler avec le compilateur de spécification dans ce schéma JSON qui contient tout, la description des endpoints, des paramètres, des types, etc. Plus des annotations spécifiques, notamment les deprecated, les sins et compagnie. Et puis après, chaque membre de l'équipe client, qui sont tous des spécialistes de leur langage respectif, moi, je fais du Java depuis 98, version 1.01. La personne qui s'occupe du client Python, il est mainteneur de URLlib3. Le JavaScript, c'est un des mainteneurs de Fastify. Voilà, c'est des gens qui sont capés quand même. Hein. Donc, chacun écrit le générateur dans son langage. Et on arrive au final à avoir notre client. Alors, voilà, donc les générateurs, on génère du C#. Donc, le C# et le Go, aujourd'hui, vont sortir bientôt en utilisant cette approche. Le JavaScript, on a déjà une version de TypeScript. Python va suivre. Rust, je vais m'en occuper quand le client Java sera stable. Ruby et PHP, on en a un peu moins besoin, mais sont quand même intéressés aussi pour pouvoir typer un peu le code généré. Et puis au final, on a aussi un générateur d'OpenAPI. Qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Tu m'as dit au début qu'on a jeté OpenAPI, pourquoi est-ce qu'il revient là? Alors en fait, la chose intéressante, merci encore, c'est que OpenAPI, si, il y a aussi Fabien, où il est n'est pas là, avec qui Fabien Baligan, avec qui j'ai discuté de ça. OpenAPI, pour nous, n'est pas une source, c'est une cible. C'est une cible de génération. Et à quoi ça sert? Ça, c'est que, même si pour nous, en termes d'expressivité, ça ne convenait pas parce que c'est trop ou pas assez,
il y a quand même tout un écosystème autour d'OpenAPI qui serait bête de ne pas utiliser. Et en particulier, c'est utilisé pour générer de la doc d'API interactive avec du Swagger UI et compagnie, où là finalement, toutes les petites choses qu'on ne peut pas capturer dans OpenAPI qui sont utilisées pour générer du code, c'est pas grave de ne pas les avoir pour générer du Swagger UI. Donc finalement pour nous, OpenAPI est une cible de génération qui nous permet comme ça d'assurer une continuité, une intégration dans l'écosystème qui existe autour. Hein, donc voilà, on a comme ça simplifié le problème et on l'a rendu plus abordable et plus maîtrisable, surtout en prenant du TypeScript, mais on ne s'est pas coupé de ces écosystèmes OpenAPI qui existent et qui serait bête de ne pas utiliser. Donc voilà, je suis dans les temps, c'est magnifique. Et puis évidemment, on va avoir encore plus de générateurs de code. J'ai mentionné la complétion pilotée par les données dans Kibana. Donc on est en train petit à petit, au fur et à mesure du temps chez Elastic, de découvrir des cas d'usage de cette chose-là auxquels on n'avait même pas imaginé quand on a démarré le projet, ce qui est quand même plutôt cool. Donc, on va finir par le petit testimonial. Nos deux utilisateurs aiment le client. Ça fait tellement plaisir ça. Donc, quelqu'un un jour râlait dans un ticket GitHub en disant il n'y a pas assez de doc, etc. Je pense que pour les nouveaux projets, il faut rester avec l'ancien client parce que le nouveau, il n'y a pas assez de doc. Je lui dis peut-être un mauvais conseil parce que l'ancien client il va disparaître, le nouveau, la doc on va l'écrire et c'est quand même celui qui arrive pour le futur. Et le gars répond je suis désolé, je voulais pas sembler négatif. Et puis il dit voilà, je n'arrête pas de dire en interne dans mon entreprise comme c'est trop bien le nouveau client Java. Et il dit je le décris comme étant beautiful, qui est la première fois que je dis ça depuis 20 ans que je fais du Java. Donc là moi j'ai pris ça. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait mon job. Alors là, je fais une petite digression, il me reste 3 minutes sur les problématiques du mainteneur de logiciels open source. C'est que quand vous faites de l'open source, vous avez finalement très peu de contact avec vos utilisateurs. Et le contact que vous avez, c'est à travers des issues sur GitHub, où les gens viennent pour râler. Ils viennent vous dire, il y a un truc qui ne marche pas, il y a un manque de doc, ce paramètre-là, je ne comprends pas, c'est pas clair, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et vous êtes là... Et alors, quand il y en a un qui vous dit ça, alors là, c'est bon, quoi. Vous êtes regonflé pour un mois, c'est parti, quoi. Donc, si vous utilisez le logiciel open source, ça coûte rien d'aller sur le GitHub, de créer un ticket, une issue sur le GitHub, et de dire, c'est trop cool votre machin, j'adore si, machin, etc. Peut-être, si en plus on faisait ça, ça serait peut-être mieux, mais allez un peu donner des good vibes aux mainteneurs de logiciels open source, ça leur fera plaisir. Voilà. Et pour vous montrer que ce n'est pas du fake, je vous ai mis l'URL en dessous. Voilà, il nous reste 2 minutes 30. Je vous mets le lien vers donc le nouveau client Java, qui est disponible dans le repo Maven, évidemment, Maven Central. La spécification, alors vous ne trouverez pas le générateur de code. Pourquoi? On aurait bien aimé, mais on a un concurrent dont le nom tient en 3 lettres, qui a forqué nos produits. Et on veut éviter de lui donner les moyens de créer des clients bien foutus pour son fork. Voilà. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je vous remercie. S'il y a des questions. Alors n'oubliez pas, pouce bleu dans l'appli Devox. Elle ne marche pas. Hein. Trop nul. Hein? Ces développeurs, ils sont pas foutus de faire des trucs qui marchent. Quoi. Ça, oui. Luciane. Bon. Bon, sinon, je vais la répéter, vas-y. Ça... Excellente question. Alors, donc la question, c'est est-ce qu'il est prévu dans les DevTools de Kibana de rajouter une option Copy to Java? Et la réponse est oui. Parce qu'une fois qu'on a du JSON, qu'on a un métamodèle, qu'on a de la génération de code, finalement, c'est à nouveau une autre forme de génération de code. Donc oui, on en a parlé, c'est une chose qui nous a bien excité en interne sur les perspectives que ça ouvre. Par contre, en gros, c'est pas exactement le même générateur de code, parce que le générateur de code actuel, si tu veux, il va faire depuis du Java, il va faire du JSON. Enfin plutôt, à partir du métamodèle, il va créer du code Java. Là, c'est un petit peu différent. Donc il faut adapter le générateur de code, ça se fait pas comme ça direct, mais c'est dans les plans à plus ou moins long terme.
Et ça ne sera pas seulement Java, ça sera Go, PHP, JavaScript, etc. Donc oui. Et de la même façon, c'est pas seulement dans la développeur console, c'est aussi dans la doc d'Elasticsearch, où pour tous les exemples JSON, vous aurez des onglets aussi avec les différents langages. Donc là, c'est un petit teasing, mais c'est pas pour tout de suite, hein, mais c'est les trucs qu'on veut faire, voilà, et qui deviennent possibles avec cette approche. Oui. Est-ce que ce résultat il est quand même suffisant justement pour votre concurrent, pour qu'il puisse avoir un serveur qui est complet je ne sais pas quel pourcentage de vos Donc la question, c'est comme on génère de l'OpenAPI, est-ce que c'est suffisant ce qu'on génère pour que notre concurrent puisse faire des clients jolis à partir de cette OpenAPI? pas qui génère, Ah oui, qui serait compatible? c'est plutôt pour que leur serveur est complet avec vos libres clients. Alors pour que leur serveur soit compliant avec nos libs clients, la réponse est non, puisque nous on génère le code depuis notre spécification et uniquement par rapport à notre spécification. On n'utilise pas la spécification d'OpenSearch, qui n'existe pas d'ailleurs, hein, puisque OpenSearch, ils ont forqué. Et maintenant, c'est deux produits indépendants qui évoluent de manière séparée. On commence à voir apparaître chez OpenSearch des différences d'API qui le rendent incompatible avec Elasticsearch. Donc la réponse est non. Ils pourraient utiliser la sortie OpenAPI pour éventuellement générer du code Java avec les générateurs OpenAPI, mais ils n'auront pas un truc sexy. Hein, ça, donc ils sont en train, si vous allez voir dans le repo, de respécifier ça avec un langage interne à AWS. Et pour avoir évalué ce langage, je sais qu'ils ne vont pas y arriver. Voilà. Mais on les laisse faire. Comment? Ah merde. Ah, donc, Mais bon, comme j'ai dit OpenSearch, c'est pas grave.